Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Que va changer la nouvelle loi foncière? C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Varlet-Angoff. Bonjour. 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 Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit rural. Juste à vos côtés, Nicolas Doré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert foncier, président des experts fonciers du bassin parisien. C'est bien ça. Et puis juste à mes côtés, Denis Graton, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert foncier, vous aussi, vous êtes vice-président de la Confédération des experts fonciers. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire évoluer le statut du fermage, Caroline? Alors, vous le savez sans doute, mais le statut du fermage, il a été créé en 1945, après la guerre, à une époque où il fallait évidemment remonter l'agriculture, il fallait aider les agriculteurs à investir et donc de leur donner de la stabilité. Donc le statut du fermage, quand il a été créé, on a mis vraiment le curseur côté exploitant, côté preneur, avec une durée de bail minimale de 9 ans, avec un droit au renouvellement automatique, un droit de préemption, etc., etc. Bien évidemment, la situation de l'agriculture et des agriculteurs a changé depuis 1945. Or, le problème, c'est que depuis 1945, il n'y a pas eu de réforme d'ampleur du statut du fermage, alors que les problématiques sont tout à fait différentes. Et aujourd'hui, je pense que le statut du fermage, il ne satisfait plus personne, ni les bailleurs, ni les preneurs. On voit par exemple, moi j'ai des gens qui viennent me voir, des propriétaires fonciers, qui me disent « mes terres sont libres parce que mon précédent exploitant est parti à la retraite ». Je n'ai pas envie de les relouer parce que le montant du fermage n'est pas assez élevé, il ne me permet pas de payer les impôts fonciers. Et puis, une fois que j'aurai donné à bail rural, je ne pourrai pas sortir de ce carcan. Carcan, c'est le terme qui est utilisé. Et d'un autre côté, on voit un certain nombre d'exploitants qui se trouvent aussi emprisonnés dans ce statut du fermage, notamment s'ils n'ont pas de descendants qui prennent leur suite. Le bail rural n'est pas cessible en dehors du cadre familial et donc ils se retrouvent en fin de carrière à ne pas pouvoir céder leur exploitation parce qu'ils ne peuvent pas céder leur bail. Donc oui, à mon sens, une réforme d'ampleur et pas seulement des réformettes, une réforme d'ampleur, une remise à plat est tout à fait nécessaire. Nicolas Doré, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez illustrer un peu ce propos, ce phénomène de carcan, de non-évolution possible? Oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'experts indépendants, on est beaucoup sur le terrain et on approche beaucoup de transmission agricole. Alors quand on parle transmission, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va penser retraite. Le problème, et quelque chose qui est de plus en plus prégnant, c'est qu'on rencontre de plus en plus d'agriculteurs qui, à 40-45 ans, décident d'arrêter, y compris dans le grand bassin parisien, donc dans des zones qui sont censées être quand même plutôt favorisées. La raison de l'arrêt, généralement, on est quand même sur des agriculteurs qui sont plutôt très volontaires, qui sont plutôt productifs, qui ont plutôt beaucoup évolué depuis 20 ans, mais qui se disent aujourd'hui, face aux défis que la société veut encore qu'on relève, nous on considère qu'on n'a plus notre place, donc on va aller mettre notre énergie ailleurs. Et en fait, ces agriculteurs-là, ils sont confrontés à la même chose que les agriculteurs qui arrivent à la retraite sans successeur, c'est-à-dire qu'ils disent j'ai créé une entreprise, mais j'ai un bail, ce bail-là, il est interdit de le céder. Alors on passera sur les peines d'emprisonnement, mais en tout cas, il y a une vraie interdiction de céder son bail. Et donc ils se disent, j'ai constitué quelque chose qui n'a aucune valeur économique. Et donc en fait, on n'a pas aujourd'hui vraiment de prime entre l'agriculteur qui n'a finalement rien fait en développement et celui qui s'est beaucoup développé. Alors, et ça, c'est aussi le côté statut du fermage qui ne plaît pas aux exploitants, puisque finalement, vous pouvez avoir monté des choses formidables. Si votre propriétaire il veut vous reprendre vos terres aujourd'hui, il va les reprendre sans avoir besoin de vous indemniser sur ces choses-là. Aujourd'hui, on peut prendre le cas des agriculteurs qui montent des méthaniseurs. Ils montent des méthaniseurs avec un potentiel de culture qu'ils vont pouvoir incorporer dans leur méthaniseur. Si votre propriétaire, demain, vous reprend 10-15% de votre surface, le méthaniseur ne peut plus tourner et il n'y a rien qui se fait pour ça. Et parallèlement à ça, côté bailleur, on a effectivement un problème de fermage, puisqu'on a quand même beaucoup d'exploitants qui développent des circuits courts, des marques, des choses comme ça. Et on n'a pas aujourd'hui, dans les arrêtés préfectoraux, une prise en charge, on va dire, de l'environnement de l'exploitant. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de distinction, par exemple, si on prend le département de l'Eure-et-Loir que je connais bien, entre l'exploitant qui est à côté de Chartres ou à côté de Dreux qui peut alimenter l'ouest parisien et celui qui finalement est à 40 km de n'importe quelle ville et qui lui ne pourra pas faire de vente directe aussi facilement que celui qui est dans un bon bassin de production. Et donc ça, aujourd'hui, c'est sûr que ça nécessite des changements, au moins pour qu'on puisse avoir des caractéristiques environnementales au sens large, environnement économique, qui soient prises en cause dans cette détermination de loyer.
Alors c'est clair, il faut moderniser. Est-ce qu'il faut aussi peut-être dépoussiérer le contrôle des structures, les affaires? Oui, sans doute, parce que là aussi, ce sont des outils assez anciens qui, certes, ont évolué. Les SAFER ont vu leur objet s'élargir et leur mission s'élargir et leurs prérogatives également. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'il reste un problème de transparence et de gouvernance par rapport aux SAFER. Certains ont l'impression, à tort ou à raison, qu'on est un peu dans l'entre-soi et que si on n'a pas la bonne carte ou les bonnes connaissances, on va se faire préempter. Je pense qu'il y a un problème de contrôle tout simplement des opérations faites par les SAFER et que l'outil doit être rénové. Alors, est-ce qu'il faut le rénover en accroissant encore le pouvoir des SAFER? Je sais que c'est ce que demandent certains. Je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne réponse parce que, encore une fois, les missions dans SAFER ont réellement grandi au cours de ces dernières années et les problématiques demeurent. Par rapport au contrôle des structures, justement, est-ce qu'il ne faut pas envisager un outil commun? Il y a eu cette idée que je trouve assez bonne d'une autorité publique commune qui regroupe les SAFER, les missions des SAFER, c'est-à-dire le contrôle du foncier et de la propriété foncière, et le contrôle des structures qui est, lui, le contrôle administratif de l'exploitation. Et donc, il pourrait être envisagé effectivement la création d'une autorité publique qui rémunérée par des fonds publics, qui va contrôler, peut-être mettre un veto, faire un refus d'autorisation, des choses comme ça, à la fois la propriété foncière et l'exploitation. Et je pense que les outils, le contrôle des structures, par exemple, ce qui pose problème, c'est qu'il n'est pas appliqué de la même façon partout en France. Alors, ça a été un petit peu amélioré avec la loi d'avenir de 2014, puisqu'on est passé de l'échelon départemental à l'échelon régional. Donc c'est un peu mieux. Pour autant, d'une région à l'autre, on a des règles et des applications tout à fait différentes. Et ça, c'est préjudiciable, à mon sens, pour cette réglementation. Denis, est-ce que vous auriez un exemple concret pour illustrer ces points? Oui, tout à fait. Je crois que l'exemple type que l'on rencontre, ce sont les gens qui, au travers des demandes aux structures pour des installations d'ordre individuel n'étant pas dans les ordres de priorité, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent en œuvre un conseil qui leur permet d'aller vers des transmissions de parts sociales et de passer par des systèmes de société. Alors, on a eu l'épisode avec les fermes achetées par les Chinois. Hein. Alors je trouve que c'est une immense, toute petite photo. Je prends une caricature, mais ça ne représente pas du tout à l'échelle nationale ce qui se passe. Pour autant, c'est une réalité. Aujourd'hui, certes, il existe des règles. Alors, par rapport à ce que vient de nous dire Caroline, j'aurais un petit scepticisme. C'est qu'une loi, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Et pour autant, on arrive à ses fins quand on y met les moyens. Voilà. Alors après, je ne vais pas vous donner un exemple de terrain pur et dur, mais je pense que ça résume assez bien, en général, l'appréhension. Et quelque part, je trouve que c'est une qualité du milieu agricole et une qualité qui a été développée par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a affaire maintenant à des agriculteurs qui sont capables de mettre en œuvre des choses par rapport à ce qu'on leur propose. Alors attention, la loi, c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut libéraliser, parce que ce mot est très politique et nous, en tant qu'experts fonciers, on est des témoins du terrain, on ne va pas du tout sur ce terrain-là. Pour autant, je pense qu'il est important d'avoir des échanges relativement transparents et de croire en l'homme. Alors vous savez qu'il y a eu une actualité dans le cadre de ce salon. Le président de la République a relancé cette réforme de la loi foncière qui avait été un peu enterrée. Enfin, on ne savait plus trop où on en était. On a reçu Dominique Potier, il est député de Meurthe-et-Moselle, mais il est surtout rapporteur de cette loi. Vous allez voir, il a sélectionné 3 points qui lui semblent importants à mettre en avant. Top image. Il faut redéfinir ce qu'est un actif agricole. Si on ne dit pas c'est quoi c'est qui un actif, celui qui vit, qui travaille, qui a un diplôme, qui travaille effectivement sur la ferme, alors on est devant toutes les dérives libérales qui sont contraires à l'esprit d'entreprise qui marque notre paysannerie et qui a fait sa capacité à vivre les mutations. D'abord les hommes, remettre les hommes et les professionnels au centre du jeu. Deuxième élément, et là avec les GIA, avec l'ensemble des syndicats, on est de 100% d'accord. Deuxième élément, il faut combattre ce 2 poids 2 mesures qui fait que certaines sociétés s'affranchissent du droit commun. Chez nous,
Moi, j'étais invité par la FNSEA du Grand Bassin parisien à l'Académie d'agriculture il y a une semaine. Je leur disais, il y a une affaire sur 3 qui échappe aux régulations habituelles. Ils me disent, mais non, c'est faux, c'est 1 sur 2. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde où la loi ne s'applique que dans un cas sur 2? C'est impossible. Il faut refaire une loi pour tous. Troisième élément, moi je propose qu'il faut de l'argent. Je craindrais qu'elle vienne d'une forme spéculative, qui serait une forme déguisée de financiarisation de l'agriculture. Je plaide pour un livret vert agricole, financé par nos concitoyens, abondé par l'État, la Caisse des dépôts et consignations, qui donne à chaque agriculteur qui entreprend une capacité à acheter de la terre. Je pense que les collectivités et les collectifs de citoyens peuvent également jouer un rôle, mais il nous faut un contre-projet au phénomène spéculatif pour assurer l'économie du futur, l'économie de la matière première qui est le sol et qui est fondamentale pour l'avenir. Alors, comment réagissez-vous? Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Alors moi je voudrais déjà réagir sur la notion d'agriculteur actif parce que je pense que derrière ça il y a aussi le problème de la rémunération d'un certain nombre d'agriculteurs. Aujourd'hui on est quand même sur des entreprises à capitaux lourds, voire très très lourds, notamment par le développement qu'elles ont pu avoir et finalement avec des rentabilités relativement faibles et parfois même une incertitude sur ces rentabilités-là. Et ce qu'on constate, en tout cas dans les systèmes grande culture, c'est que généralement, il y a au moins une période de double activité plus ou moins importante qui permet non pas de cumuler les revenus, mais surtout qui permet de rembourser l'exploitation avec l'activité qu'on a ailleurs. Et c'est là où c'est toujours difficile la notion d'agriculteur actif, parce que est-ce que c'est une quantification en termes horaires, est-ce que c'est une quantification en termes de prise de participation, ou est-ce que c'est une quantification en termes de détention de matériel? Il y a beaucoup de débats, y compris entre les agriculteurs sur ce terrain-là. Après, c'est pas parce qu'il y a débat qu'il ne faut pas aller sur ce débat et commencer à transiger. Mais je pense que derrière ça, il y a quand même la question du revenu qui est primordiale. Et pour faire des évaluations d'entreprises agricoles, notamment sur le point de vue économique, malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à dégager de modèle. C'est-à-dire que des agriculteurs biologiques, comme des agriculteurs conventionnels, comme des agriculteurs avec des productions très diversifiées, on n'a pas un modèle où on se dit, eh ben là, c'est vraiment le jackpot et il n'y a que sur celui-là qu'il faut aller parce que celui-là est rentable. Et c'est ça qui est complexe aujourd'hui parce que chaque ferme est différente et chaque caractéristique de la ferme est différente. Denis? Oui, je rajouterai par rapport à ce que vient de dire Nicolas, qu'effectivement, quand on étudie un peu des bilans agricoles dans le cadre de transmission, je remarque, tu me confirmeras ou pas Nicolas, il y a quand même une constante, c'est que les activités agricoles qui sont viables et performantes ne sont pas uniquement agricoles 4 fois sur 5. Donc il y a quand même un vrai problème. Souvent, ces activités agricoles, en fait, annexes qui permettent de développer, sont soit du service, soit de la production d'énergie. Et on en revient à quelque chose qui me paraît essentiel d'analyser. L'agriculture est-elle encore et uniquement une activité nourricière? Si on analyse bien ça, aujourd'hui, je pense que la transition énergétique dans laquelle on va, c'est une porte de sortie pour l'agriculture. Il faut absolument que cette loi foncière dont parlait Caroline puisse tenir compte de ces échéances-là. La transition énergétique, c'est pour les 30, 40, 50 ans qui viennent. Pour moi, l'agriculture a toujours une vocation nourricière, mais avec autre chose. On ne peut plus raisonner l'agriculture comme on le faisait avant. Caroline? Oui, cette notion d'agriculteur actif, elle est très difficile à définir. Moi, j'ai le point de vue du juriste et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le gérant d'une société agricole? Est-ce que c'est une personne qui est sur un tracteur? Est-ce que c'est un entrepreneur qui délègue à des salariés? Il y a la notion d'entreprise de travaux agricoles qui est derrière ça, parce que l'agriculteur actif, elle est un peu, cette notion, mise en opposition avec ces agriculteurs qui font appel à des entreprises de travaux. Et si on schématise, on pourrait arriver à se résumer, celui qui fait appel à une entreprise de travaux n'est pas un agriculteur. Je pense qu'il faut faire attention à la simplification, il faut faire attention aux images d'Épinal. Hein. L'agriculteur, aujourd'hui, comme Denis le disait très bien, il n'est plus que dans cette fonction nourricière, il a énormément d'activités sur plusieurs domaines et la définition est très difficile à trouver. Denis Grapton. En complément, je rajouterai qu'en fait, on touche là du doigt un phénomène qui est pointé régulièrement par les syndicalismes, qu'ils soient bailleurs ou preneurs, à savoir, c'est les reprises par les bailleurs de leurs exploitations pour exploiter eux-mêmes. Est-ce qu'un bailleur qui reprend sa ferme est un agriculteur ou pas? C'est une question de fond. Je ne suis pas là pour y répondre, mais on touche du doigt un phénomène qui est de plus en plus prégnant dans la ruralité aujourd'hui. Nicolas? Oui, alors
Pour compléter, après sur le terrain, passé l'année 2016, nous c'est quand même les premières exploitations qui se sont vendues, c'est-à-dire des exploitations justement où tous les travaux étaient délégués à des prestataires et finalement les bailleurs qui avaient récupéré leurs terres à un certain moment parce que leur fermier n'était plus en place, se sont dit nous on veut une activité qui est rentable et là on ne retrouve pas de rentabilité dans cette agriculture-là. Alors c'est sûr que par contre, et là c'est un phénomène que nous on croise de plus en plus souvent, aujourd'hui, comme on ne peut pas céder son exploitation, dès qu'on a un petit bout de foncier, on le vend. Et quand Dominique Potier parlait tout à l'heure de la problématique du financement des terres agricoles, aujourd'hui, porter le financement des terres agricoles, porter le développement de son exploitation, c'est tout simplement quasiment impossible. Et c'est pour ça que des outils quand même qui existent, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ont du mal à se mettre en place, que sont le bail cessible et le fonds agricole, aujourd'hui, il faut que ce soit que la copie soit sans doute revue, puisque s'ils ne sont pas développés, c'est qu'il y a encore des soucis et qu'il y a encore des points à améliorer, mais ils doivent forcément permettre aux exploitants de ne pas avoir à supporter et leur foncier et leur développement économique, sinon ils ne peuvent pas y arriver. Il nous reste pour une question. Non, juste, effectivement, la notion d'agriculteur actif et du recours aux entreprises de travaux, elle est liée aussi au statut du fermage. Et les propriétaires, pour certains, reprennent leurs terres simplement parce qu'ils trouvent que c'est plus rentable, alors qu'ils n'avaient pas forcément vocation, a priori, à devenir agriculteurs. D'accord. Bon, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais bon, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'être venus ici sur ce plateau pour discuter de cette question, et puis merci à vous.